Qu'on va bien sûr évoquer très longuement sur les différents marchés, que ce soit les marchés actions ou les marchés obligataires durant ces 3 heures d'antenne. On va commencer bien sûr par regarder ce qui se dit du côté de New York où l'on retrouve Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour. Depuis Mescart Financial Services du côté de New York. Grégory, on parle pas mal de cet accord grec ou bien c'est aussi vu de loin depuis New York ? On en parle, mais je dirais qu'on le qualifie pas vraiment d'un accord. On le qualifie beaucoup plus ici d'une façon de repousser dans le futur des problèmes qui de toute façon vont revenir. Et les problèmes, c'est évidemment le problème de la dette grecque qui en fait ne va que s'accroître. Donc accord, on l'appelle comme ça en Europe. Ici, on le voit peut-être un tout petit peu différemment. Bon, outre les questions grecques, qu'est-ce qu'on va regarder en ce début de semaine du côté de Wall Street? C'est une semaine qui est importante ici, en fait, pour plusieurs raisons. Il va y avoir le témoignage de Janet Yellen devant les deux chambres. Alors, il faut se souvenir que ces derniers mois, la Fed parlait toujours comme problème face à une hausse des taux de la situation en Europe et notamment de la Grèce. Donc, la première question qu'on va lui poser mercredi, c'est est-ce que cette évolution favorable, en tout cas, de la situation vis-à-vis de la Grèce à court terme, est-ce que ça va vous pousser à faire monter les taux plus rapidement? La question va venir. Et puis on va attendre aussi beaucoup de résultats d'entreprises. Les principales banques américaines vont publier mercredi, jeudi et vendredi, Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo, des grandes compagnies telles que General Electric, qui d'ailleurs attend jeudi, c'est la date limite pour avoir l'accord de la communauté européenne pour son acquisition des activités de Alstom, et puis des tas de chiffres sur l'inflation, les prix à la consommation, les prix à la production, en plus la production industrielle, enfin donc une semaine très très chargée et je vous parie que d'ici 24 heures aux États-Unis, alors le mot grec ne viendra même plus à la bouche des journalistes financiers. Merci beaucoup Grégory, on se retrouve tout à l'heure dans une quarantaine de minutes du côté de Mescart Financial Services pour suivre les toutes premières cotations du côté de New York. Suite du journal, Simon. Et dans l'actualité également aujourd'hui, la dernière ligne droite pour arracher un accord sur le programme nucléaire iranien. Business. Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Grégory Volokin. Grégory, est-ce que depuis un quart d'heure, on s'installe tranquillement dans le vert sur de bonnes raisons ou est-ce que pour le moment, ce sont encore les premiers échanges et qu'il va falloir attendre avant de s'assurer que la tendance s'installe aux États-Unis? Je dirais que les raisons premières ou les plus évidentes sont évidemment les raisons qui viennent d'Europe ce matin et de voir les indices européens et puis aussi les chiffres d'importation et d'exportation chinoise qui étaient meilleurs que prévu. Ça, c'est une raison peut-être un peu plus fondamentale. Et le fait que les bourses en Chine ont rebondi ou ont continué à rebondir. Il faut se souvenir que la semaine dernière, outre la crainte sur la Grèce, un des gros problèmes du marché américain était de regarder entre lundi et mercredi ces bourses à Shanghai, par exemple, s'effondrer de 10 ou 15%. Voilà pour les quelques raisons qui expliquent ce démarrage dans le vert. On rappelle 1% et quelques de progression pour les principaux indices new-yorkais. Ce matin, sur les tables de marché, à la une de la presse financière, on parle beaucoup d'Apple, c'est ça ? On parle d'Apple pour une raison assez intéressante, assez curieuse, on n'y aurait pas pensé, mais en fait, Apple, grâce à leur iPhone, engrange 92% des profits de toute l'industrie du téléphone portable. Alors 92%, c'est énormément. Et le deuxième, c'est beaucoup. Le deuxième, c'est Samsung qui engrange 15%. Alors vous allez me dire, 92 plus 15, ça fait plus que 100%. Voilà, mais c'est pas moi qui ai le problème. La question, c'est que vous avez d'autres acteurs qui perdent de l'argent. Donc ça soustrait évidemment des pourcentages. Vous avez par exemple Microsoft qui perd de l'argent avec son Lumia, Nokia et d'autres constructeurs aussi. Donc ce chiffre 92%, c'est ça qu'on retient. Pratiquement tous les profits qui se font dans le téléphone portable vont directement dans la poche d'Apple. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le prix moyen de vente d'un iPhone est de $650, alors que le prix
moyen de vente d'un téléphone Android, donc les autres téléphones, est de $180. Eh oui, c'est le côté premium d'Apple que les analystes financiers se plaisent à souligner assez fréquemment. Cette semaine, on aura aussi beaucoup de résultats. D'abord, les banques, c'est ça ? Oui, les banques, un peu, ça commencera mercredi, en fin de mercredi à vendredi, et avec beaucoup de points d'interrogation en fait, parce que pour les banques, comment est-ce que les banques vont dans l'avenir et actuellement augmenter leurs profits? Alors il y a plusieurs façons de le faire. On les attend au tournant parce qu'on sait que un des principaux moteurs de cette hausse des profits, ça a été les baisses de coûts, les baisses de dépenses. Donc on pense que c'est quelque chose qui va continuer. Mais surtout, est-ce qu'il y a eu une vraie reprise des prêts? On a eu quand même quelques signes que les prêts, aussi bien commerciaux que immobiliers, sont repartis sur le deuxième trimestre à la hausse. Donc ça, c'est quelque chose d'important à voir. Les activités trading, ça c'est toujours un grand point d'interrogation. Les marchés n'ont pas été si mauvais aux États-Unis, mais ils étaient moins porteurs quand même au début du trimestre qu'en Europe. Donc en fait, c'est un peu un point d'interrogation. Est-ce que ces banques vont offrir des bons résultats? Par contre, ce qu'il faut souligner, c'est que encore 2 ou 3 banques aux États-Unis sont très bons marchés par rapport à leurs multiples. Vous prenez Bank of America, vous prenez Citigroup, qui se vendent en dessous de leur valeur comptable, book value ici. Dans l'actualité entreprise, il y a aussi Alstom, finalement, Alstom et General Electric, avec des évolutions attendues là encore dans les prochaines heures, dans les prochains jours, Grégory? On peut espérer que si l'Europe arrive à se mettre d'accord sur la Grèce, ils arriveront à se mettre d'accord au moins sur la cession d'Alstom à General Electric, puisque le deadline de la Commission européenne qui regarde ça, ce dossier, c'est jeudi. Et ça sera particulièrement intéressant de voir ça dans le contexte des résultats de General Electric qui vont être publiés vendredi. Il faut se souvenir toujours aussi, pour un investisseur américain, que General Electric, c'est une sorte de baromètre, parce qu'en fait, ils ont leur doigt dans pratiquement tous les secteurs importants de l'économie, que ça soit dans la santé, dans l'énergie, dans l'industrie, évidemment, dans les transports avec les moteurs d'avion. Ils ont encore une grosse activité financière, donc comme bon baromètre, je dirais, par rapport à la santé, la vitalité de cette économie, General Electric sera un bon exemple à suivre, ou en tout cas à regarder en profondeur vendredi. Donc voilà, vendredi publication de GE et d'ici quelques jours la position peut-être de la Commission sur la fusion avec Alstom. On termine avec Janet Yellen, encore elle, entre guillemets, qui est encore très attendue, c'est ça, à chaque fois qu'elle s'exprime désormais, on va décortiquer le moindre de ses faits et gestes? Oui, c'est-à-dire que les choses ont beaucoup changé en 24 heures. S'il y avait eu votre fameux Grexit, c'est clair qu'on aurait attendu Janet Yellen au tournant en disant, bon, avec cette instabilité qui s'est développée en Europe, comment vous pouvez imaginer de commencer à remonter les taux aux États-Unis? Maintenant que le problème a été repoussé dans le temps, puisque personne ne croit vraiment, en tout cas ici, que le problème est résolu, c'est clair que Janet Yellen va toujours dire qu'elle est toujours aussi attentive aux nouvelles statistiques financières et aux risques de choc externe, mais tout en sachant qu'en fait un des principaux risques dans les marchés est passé, en tout cas pour le moment. Donc on attend peut-être déjà un peu moins. Grégory, oui, il reste quand même le risque chinois et de très nombreux intervenants qui se succèdent à ce micro de BFM Business nous disent, y compris ces derniers jours avant l'accord, que le problème chinois est probablement beaucoup plus inquiétant que le problème grec. Janet Yellen doit le prendre en compte aussi ou pas? Elle peut être interrogée notamment là-dessus? Qu'est-ce que vous appelez le problème chinois? Est-ce que vous parlez de la baisse des marchés ou est-ce que vous parlez du ralentissement de l'économie? Des questions conjoncturelles. Oui, alors il faut bien imaginer que ce n'est pas un ralentissement conjoncturel en Chine qui va changer la politique monétaire de la Réserve fédérale. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, la Réserve fédérale a 2 mandats, le plein emploi, on y est presque, et aussi d'avoir un taux d'inflation qui soit vers les 2%. Et quand on commence à regarder certains secteurs de l'économie aux États-Unis, on dépasse ces 2%. Si vous êtes par exemple à regarder le secteur des services aux États-Unis, on a vraiment là une inflation qui commence vraiment à montrer son nez. Et quand vous regardez les salaires, ils commencent à repartir à la hausse. Donc la pire chose que pourrait faire Janet Yellen ici aux États-Unis, ça serait de commencer à penser qu'à cause du ralentissement conjoncturel en Chine, la politique monétaire américaine devrait
devrait être changé ou influencé. Donc non, je ne crois pas que, à moins qu'il y ait un choc, mais un ralentissement conjoncturel en Chine n'est pas un choc, puisque c'est quelque chose qui est annoncé depuis longtemps et que l'on voit actuellement. À moins, je dirais, d'un choc externe, on est bien parti pour une hausse des taux d'ici la fin de l'année, mais qui sera très graduelle et sûrement pas très importante. Est-ce qu'on peut imaginer que et les républicains et les démocrates aient envie de charcuter un peu la présidente sur le risque de télescopage de sa remontée de taux avec la campagne électorale qui suivra? On sait qu'il y a cette espèce de gentleman agreement qui fait que la Fed reste généralement l'arme au pied pendant les périodes électorales aux États-Unis. C'est une très bonne question parce qu'en fait, je ne sais pas s'ils vont vraiment le dire d'une façon ouverte, mais il est clair que pour Janet Yellen, si elle attend l'année prochaine, justement en pleine campagne électorale, pour augmenter les taux, elle sera sûrement accusée de commencer à jouer un rôle peut-être que la Fed ne devrait pas jouer pendant cette période électorale. Donc, comme je le répète depuis assez longtemps, il y a ce qu'on appelle en anglais un window of opportunity, une sorte de porte qui est entrouverte pour la Réserve fédérale pour monter les taux. Cette porte, c'est entre le mois de septembre et le mois de décembre. Et à ce moment-là, on ne pourra pas du tout la qualifier d'ingérence politique. Mais vous avez tout à fait raison de souligner ce point. Eh bien voilà pour les principales observations du côté de New York. Merci beaucoup Grégory Volokin depuis New York et Mescart Financial Services.